Comment 150 000 Russes ont-ils pu enfin conquérir une forteresse qui avait repoussé leurs attaques 10 fois en un siècle? Imaginez ceci. Une ville fortifiée perchée sur une colline était entourée de douves de 9 mètres d'épaisseur. Elle était défendue par des guerriers dont les ancêtres avaient terrorisé l'Europe pendant 300 ans. Le Khanat de Kazan, un État successeur de la légendaire Horde d'or mongole, pillait les terres russes depuis 1438. Les Tatars avaient capturé des dizaines de milliers de Russes. Ils les vendaient sur les marchés persans et turcs comme du bétail. Les forces russes avaient tenté de prendre Kazan en 1469, 1478, 1487, 1506, 1524, 1530, 1545 et 1547. Ils avaient aussi essayé 2 fois en 1549 et 1550. Chaque tentative avait échoué. La forteresse semblait imprenable et les défenseurs imparables. Mais en août 1552, un jeune tsar nommé Ivan arriva devant ces murs. Il apportait quelque chose que les Mongols n'avaient jamais vu auparavant. Cette arme était si révolutionnaire et si ingénieusement conçue qu'elle allait changer la guerre de siège pour toujours. Elle briserait le pouvoir mongol en Russie une fois pour toutes. Pendant plus de 3 siècles, l'ombre de l'Empire mongol avait obscurci les terres russes. La Horde d'or, cette terrifiante confédération de guerriers nomades, avait conquis et soumis les principautés russes dans les années 1230. Elle avait transformé de fiers princes en vassaux payant un tribut. Lorsque la Horde d'or se fragmenta enfin dans les années 1430, elle engendra plusieurs khanats successeurs. Aucun ne se montra plus problématique que Kazan. Établi vers 1438 sur le fleuve Volga, à un endroit stratégique, le Khanat de Kazan contrôlait des routes commerciales vitales. Il contrôlait également les cols des montagnes de l'Oural menant en Sibérie. La ville de Kazan elle-même était un formidable bastion. Ses murs de bois et de pierre atteignaient par endroits 9 mètres d'épaisseur. Ils étaient renforcés par d'énormes tours à chaque porte. L'ensemble du complexe était entouré de douves larges et profondes. Cependant, le véritable danger ne venait pas seulement de la forteresse, il venait des pillards. Année après année, les cavaliers de Kazan déferlaient sur les confins russes. Ils agissaient comme des loups sur des moutons. En 1439, ils pénétrèrent profondément en territoire moscovite. Ils dévastèrent Vuassa, villes et villages. En 1445, ils réalisèrent l'impensable. Ils capturèrent le Gand. Le grand prince Vassili II de Moscou lui-même pendant une bataille. La rançon faillit ruiner l'État russe. Selon les historiens, plus de 40 incursions majeures eurent lieu entre 1438 et 1551. Ce n'étaient pas de simples raids de pillage. Les Tatars de Kazan se spécialisaient dans l'esclavage. Ils capturaient des dizaines de milliers de Russes pour les vendre sur les marchés animés de Perse et de Turquie. Des régions frontalières entières furent dépeuplées. Leurs habitants étaient emmenés enchaînés. Les chroniques russes rapportent qu'en 1552, entre 60 000 et 100 000 captifs russes languissaient dans le Khanat. Ils étaient contraints à la servitude. Leurs villages étaient vides et leurs familles détruites. La dévastation économique était stupéfiante. La terreur psychologique était encore pire. Les guerriers de Kazan combattaient avec la brillante tactique héritée de leurs ancêtres mongols. Leur cavalerie était parmi les meilleures du monde. Elle était capable de la dévastatrice fausse retraite qui avait écrasé les armées européennes pendant des générations. Ils excellaient dans les raids éclairs. Ils apparaissaient soudainement des forêts, frappaient durement, puis disparaissaient avant qu'une résistance organisée ne puisse se former. Leurs arcs composites pouvaient percer les armures à des distances qui laissaient les défenseurs russes impuissants. Lorsqu'ils défendaient leur ville, ils se transformaient en combattants têtus et ingénieux.
Ils connaissaient chaque pierre et chaque pièce de bois de leur forteresse. Les précédentes campagnes russes avaient appris cette dure vérité. En 1547, le jeune Ivan IV, fraîchement couronné tsar de toutes les Russies à l'âge de 16 ans, mena sa première expédition contre Kazan. Il avait environ 100 000 soldats. Des difficultés d'approvisionnement forcèrent un retrait humiliant. Il tenta de nouveau en 1549 et 1550 avec des effectifs similaires. Le résultat fut le même. La forteresse tint bon. Les Tatars se moquaient des Russes en retraite. Il semblait que Kazan resterait éternellement une épine dans le pied de la Russie. C'était un rappel constant de la supériorité mongole. Mais Ivan IV n'était pas seulement têtu, il apprenait. Moscou elle-même changeait. Elle se transformait d'un État tributaire en une puissance émergente. Elle avait accès à ce que les Tatars n'avaient pas. C'était la technologie militaire occidentale et les ingénieurs qui la comprenaient. Les échecs de 1547 et 1550 avaient enseigné des leçons cruciales à Ivan. On ne pouvait pas prendre Kazan avec de simples charges de cavalerie et du courage. Il fallait de l'artillerie, et beaucoup. Il fallait des ingénieurs de siège qui savaient comment percer d'énormes fortifications. Il fallait une base avancée pour résoudre les problèmes d'approvisionnement qui avaient condamné les campagnes précédentes. Le plus important, il fallait de l'innovation. Il fallait une volonté d'essayer des tactiques jamais vues auparavant sur le sol russe. Le décor était planté pour une campagne inédite en Russie. Tout changea en 1551. Ivan ordonna la construction d'une forteresse appelée Sviajsk. Elle était située à environ 30 km en amont de Kazan, sur le fleuve Volga. C'est là que l'ingéniosité russe se manifesta pour la première fois. La forteresse ne fut pas construite près de Kazan. Elle fut construite à Uglitch, à plus de 1000 km de là. Chaque poutre, chaque planche, chaque composant fut numéroté et démonté. Tout fut chargé sur des radeaux et descendu sur la Volga. Un ingénieur militaire russe nommé Ivan Grigorievitch Virodkov supervisa ce projet audacieux. Virodkov était un diaque, une sorte de fonctionnaire administratif. Cependant, il possédait un esprit d'ingénierie brillant qui se révélerait décisif dans la campagne à venir. Né au plus tard en 1520, il avait déjà établi une réputation pour résoudre des problèmes logistiques apparemment impossibles. En seulement 28 jours, à partir du 24 mai 1551, Virodkov et des milliers d'ouvriers réassemblèrent toute la forteresse à son nouvel emplacement. Sviajsk devint la base avancée de la Russie. Elle était complète avec des murs, des tours, et des positions d'artillerie et des dépôts de ravitaillement. Pour la première fois, les forces russes disposaient d'une base suffisamment proche. Cela leur permit de maintenir un siège prolongé de Kazan sans les problèmes paralysants de la chaîne d'approvisionnement. Ces problèmes avaient forcé les retraites précédentes. Les Tatars virent cette forteresse préfabriquée s'élever sous leurs yeux. Ils durent ressentir les premières secousses d'une véritable inquiétude. Pendant ce temps, à Moscou, Ivan prépara une armée différente de toutes celles que ses prédécesseurs avaient alignées. Il mobilisa environ 150 000 soldats. C'était une force énorme pour le milieu du XVIe siècle. Il ne s'agissait pas seulement de cavalerie et d'infanterie traditionnelle. Ivan avait créé les streltsy. C'était la première armée permanente de mousquetaires professionnels de Russie, armés d'arquebuses. Ces armes à feu pouvaient percer les armures traditionnelles. Il rassembla de l'artillerie à une échelle jamais vue dans une campagne russe. Il y avait 150 canons de divers calibres. Cela allait des pièces de campagne légères aux énormes canons de siège en bronze. Ceux-ci étaient coulés par des armuriers russes formés en Italie. Ce n'étaient pas les bombardes rudimentaires biliers des époques précédentes. C'étaient des armes de précision avec des systèmes de visée.
Elles étaient montées sur des chariots à roues pour la mobilité. Ivan recruta également des experts étrangers. Il y avait des maîtres d'artillerie italiens. Ils avaient appris leur métier dans la guerre de siège de l'Italie de la Renaissance. Il y avait aussi des ingénieurs allemands qui comprenaient la poudre à canon et la métallurgie. Il y avait aussi, et c'était crucial, un ingénieur militaire anglais. Il est connu dans les chroniques russes sous le nom de Butler, bien que certaines sources l'appellent Rosmissl. Ces hommes apportèrent une technologie de siège occidentale de pointe à une campagne contre un ennemi qui combattait encore largement comme ses ancêtres mongols. Ivan sécurisa également ses flancs diplomatiques. Il envoya des émissaires à la horde de Nogaï. C'étaient des alliés potentiels de Kazan. Il obtint leur promesse de neutralité. Il reçut la soumission des peuples Ar et Oudmourtès. Ce sont des groupes locaux qui avaient souffert de la domination de Kazan. La faction pro-russe au sein même de Kazan, dirigée par un prétendant nommé Shah Gali, fut fourni des renseignements sur les défenses de la ville et sa politique interne. Tout se mettait en place. Le 16 juin 1552, Ivan IV mena personnellement son immense armée hors de Moscou. Elle marcha vers Kolomna. Il avait 22 ans. Il était jeune, mais déterminé à réussir là où ses prédécesseurs avaient échoué. Le long de la route près de Toula, des pillards tatars de Crimée sous Devlet-Djirai tentèrent d'interférer. Ils espéraient ainsi soulager la pression sur leurs alliés de Kazan. Les forces d'Ivan les mirent en déroute de manière décisive. Cela dégagea le chemin vers l'est. Le colosse russe roula vers la Volga. Il était désormais imparable, chargé d'artillerie et des matériaux nécessaires aux opérations de siège prolongées. Alors que l'été laissait place au début de l'automne, les éléments avancés commencèrent à sonder les défenses de Kazan. Le prince Alexandre Gorbati-Chouïski, l'un des commandants les plus capables d'Ivan, mena les forces de cavalerie. Il neutralisa les unités de cavalerie tatare opérant depuis des bastions forestiers autour de la ville. Né dans la famille princière Chouïski, Alexandre avait gagné sa réputation lors de campagnes précédentes. Il était reconnu pour son acuité tactique et sa bravoure personnelle. Entre le 30 août et le 6 septembre, il traqua et vainquit les unités de cavalerie sous le commandement du Tatar Yapancha. Il brûla ensuite la forteresse d'Archa. Cela élimina la base qui avait abrité les forces irrégulières de Kazan. Un autre commandant, le prince Andrei Mikhailovitch Kourbski, engagea et vainquit les Tchirimis. C'était le peuple mari allié à Kazan. Kourbski, un jeune officier brillant qui deviendrait plus tard célèbre pour sa correspondance avec Ivan après avoir fui la Russie, démontra une guerre mobile et agressive. Cela empêcha les défenseurs de recevoir des renforts ou des fournitures de la campagne environnante. Ces victoires préliminaires furent aussi un temps crucial. Elles isolèrent Kazan, la transformant en une forteresse insulaire, coupée de toute aide. Le 22 août 1552, l'armée russe principale arriva au mur de Kazan. Le siège commença officiellement. Les premiers jours furent consacrés au positionnement de l'artillerie. 7 jours furent nécessaires juste pour assembler et installer les 150 canons qui avaient été transportés le long de la Volga. Ivan établit son quartier général suffisamment proche pour observer. Mais il fut également positionné en toute sécurité, comme il convenait à un souverain dont la mort aurait jeté toute la campagne dans le chaos. Les défenseurs de Kazan étaient au nombre d'environ 10 000 soldats. Cela incluait la garnison de la ville et les cavaliers Nogaï, fidèles au Khan Yadegar Mohammad. Yadegar, venu de la horde Nogaï pour gouverner Kazan, comprit la gravité de la situation. Ce n'était pas un autre raid à endurer. C'était une menace existentielle. Le chef religieux Kol Sharif, un imam qui dirigeait une madrasa à la grande mosquée cathédrale de Kazan, inspira les défenseurs. Il les appela au jihad, à la résistance jusqu'à la mort. La population civile,
qui augmentait considérablement le nombre d'habitants de la ville, se prépara à un long siège. Ils avaient déjà battu les Russes. Sûrement, ils pourraient le faire de nouveau. Les canons russes ouvrirent le feu le 29 août. Ils pilonnèrent systématiquement les murs. Les barrages initiaux avaient un objectif tactique précis. Il s'agissait de supprimer l'artillerie de Kazan. Les défenseurs avaient leurs propres canons. Cependant, ils en avaient beaucoup moins que les assaillants, peut-être une douzaine de pièces de gros calibre. Les artilleurs russes ciblèrent ces positions sans relâche. En quelques jours, la plupart de l'artillerie de Kazan fut réduite au silence. Elle fut soit détruite, soit trop endommagée pour riposter efficacement. Ce duel d'artillerie compta énormément en raison de ce qui suivit. Les sapeurs, ces soldats, spécialisés qui creusaient des tunnels et posaient des explosifs, commencèrent leur mortel travail souterrain. Ils ciblèrent d'abord le système d'eau de Kazan. La ville dépendait d'un canal souterrain qui acheminait de l'eau douce de l'extérieur des murs. Les sapeurs russes, travaillant par équipe, creusèrent soigneusement vers cette canalisation vitale. Puis, ils remplirent le tunnel de poudre à canon et le firent exploser. L'explosion détruisit l'approvisionnement en eau de Kazan. Soudain, les défenseurs firent face non seulement au bombardement, mais aussi à la soif. Mais Ivan Virodkov n'avait pas terminé. L'ingénieur qui avait construit Sviatsk en 28 jours créa alors quelque chose d'inédit à Kazan. C'était une tour de batterie destinée à marquer l'histoire. Travaillant toute la nuit, Virodkov supervisa la construction d'une tour en bois de 12 mètres de haut. Cette tour dépassait la hauteur des murailles de Kazan. Les tours de siège traditionnelles étaient devenues obsolètes avec l'arrivée de l'artillerie. Elles constituaient des cibles faciles pour les canons des défenseurs. Virodkov révolutionna ce concept. Sa tour n'était pas conçue pour faire franchir les murs aux troupes. Elle fut conçue comme une plateforme d'artillerie mobile. Les chroniques l'appelèrent une tour de batterie pour la distinguer des anciennes machines de siège. La structure portait 10 canons de siège de gros calibre sur ses niveaux supérieurs. Elle abritait 50 canons plus légers sur les niveaux intermédiaires et inférieurs. Pensez-y un instant. 60 pièces d'artillerie se concentraient dans une seule structure en bois. Celle-ci pouvait être déplacée sur roues et rondins vers les murailles. La hauteur de la tour permettait aux artilleurs russes de tirer sur la ville. Ils atteignaient des cibles derrière les fortifications, inaccessibles à l'artillerie au sol. Selon la chronique de Kazan, ils pouvaient tirer comme venant du ciel. Ils semaient de la destruction sur des défenseurs qui se croyaient être en sécurité derrière des murs épais. Les Russes firent rouler ce monstre vers les murs. Ils avançaient progressivement et méthodiquement. Le feu de couverture du parc d'artillerie principal les protégeait. Les défenseurs avaient perdu la plupart de leurs canons. Ils ne pouvaient que regarder cette imposante machine de mort s'approcher. En quelques jours, elle se tenait à seulement 6 mètres des douves de la forteresse. Les artilleurs russes commencèrent le bombardement systématique de sections de murs spécifiques. Ils concentraient leur feu d'une manière impossible pour l'artillerie dispersée précédente. Les murs en bois, même remplis de terre pour plus de solidité, commencèrent à s'effondrer sous les coups concentrés. Des sections s'effondrèrent. Des brèches apparurent. Mais Kazan tenait toujours. Les défenseurs, montrant un courage obstiné, luttaient pour leur foyer et leur foi. Ils se précipitaient pour combler les brèches et ripostaient depuis les murs avec des arcs et des mousquets. Ils allèrent même jusqu'à attacher des prisonniers russes à des piquets près des murs. Ils espéraient que leurs suppliques émouvraient les assiégeants à la merci. Les archers russes réduisirent ces prisonniers au silence avec des flèches. Il n'y aurait aucune pitié ici. Des tempêtes compliquèrent tout à la mi-septembre. Des pluies torrentielles traversèrent dans la région. Le camp russe se transforma en bourbier.
Des tentes furent emportées, les réserves de poudre à canon furent trempées. Les défenseurs reprirent courage. Ils attribuèrent le temple à une faveur divine ou même à de la magie païenne. La réponse d'Ivan montra la dimension religieuse de ce conflit. Il ordonna qu'un crucifix soit apporté aux lignes de siège. Il était censé contenir un fragment de la vraie croix. Que ce soit par coïncidence ou intervention divine, le temps s'éclaircit. Le siège se poursuivit. Fin septembre, après 6 semaines d'opération, la frustration montait dans le camp russe. Les murs étaient endommagés, mais pas suffisamment brisés pour un assaut. Les défenseurs, assoiffés et malmenés, occupaient toujours les fortifications. Ivan avait besoin d'un coup décisif. Mais les sapeurs intervinrent à nouveau, cette fois avec un plan décisif. Dirigés par l'ingénieur anglais Butler, les sapeurs russes creusèrent des tunnels. Ils passèrent sous 2 des portes principales de Kazan, la porte de Nogaï et la porte d'Ataluk. Ce n'étaient pas des tunnels d'eau. Il s'agissait de mines remplies d'énormes quantités de poudre à canon. Elles étaient positionnées directement sous les fondations des murs. Le 2 octobre 1552, à l'aube sur la Volga, les sapeurs achevèrent leur travail. L'armée russe principale se forma pour l'assaut. Les soldats vérifiaient leurs armes, les officiers donnaient les dernières instructions. Au moment prédéterminé, Butler donna le signal. La terre se souleva. De doubles explosions éclatèrent avec un rugissement qui résonna sur des kilomètres. C'était un son inédit pour la plupart des personnes présentes. Des sections entières de murs près des 2 portes se désintégrèrent. Elles furent projetées vers le haut et l'extérieur. Des poutres et des pierres volèrent dans toutes les directions. Les explosions tuèrent instantanément les défenseurs occupant ces sections. Elles ensevelirent d'autres sous les décombres. Plus important encore, elles ouvrirent des brèches béantes de 30 à 40 mètres de large. Avant que la poussière ne retombe, les troupes russes s'élancèrent. Les Streltsy, ces mousquetaires professionnels, ouvrirent la voie. Leurs arquebuses crépitaient tandis qu'ils escaladaient les décombres et entraient dans la ville. Derrière eux venait l'infanterie avec des épées, des haches et des pics. L'assaut devint une horreur de combat rapproché. Les soldats se déversaient par de multiples brèches. Les défenseurs, étourdis par les explosions, se rallièrent avec un courage désespéré. Des civils rejoignirent les soldats dans des combats de rue acharnés. Les chroniques le décrivent comme des affrontements désespérés. Des mêlées chaotiques opposaient des hommes se battant au corps à corps dans des rues étroites et autour de bâtiments en flammes. Ivan lui-même resta à son poste de commandement. Il priait, semble-t-il, pendant tout l'assaut. Il était si intensément concentré sur les questions spirituelles. Certains cyniques suggérèrent plus tard qu'il frôlait la lâcheté. Mais les généraux du tsar exécutèrent leur plan avec une efficacité impitoyable. Les troupes du prince Gorbati-Chouïski s'enfoncèrent profondément dans la ville depuis la porte de Nogaï. Les forces de Kurbsky entrèrent par un autre quartier. Les défenseurs reculèrent pas à pas. Ils luttaient pour chaque rue, chaque bâtiment. Certains soldats et civils de Kazan réussirent à atteindre la citadelle au cœur de la ville. Ils s'y barricadèrent. Les troupes russes l'encerclèrent, coupant tout échappatoire. Lorsque le Khan Yadegir Mohammad fut capturé, ainsi que le chef militaire Nogai Zainash, la défense organisée s'effondra. Kol Sharif, ce chef religieux inspirant, mourut en défendant sa médersa et la grande mosquée. Il combattit jusqu'au bout aux côtés de ses étudiants. Leur sacrifice devint légendaire dans l'histoire tatare. Ils sont des symboles de résistance contre une force écrasante. Les survivants de la citadelle tentèrent une percée désespérée vers les forêts du nord. Ils espéraient s'échapper et poursuivre la résistance depuis la nature sauvage.
La cavalerie russe les massacra. Le massacre qui suivit fut terrible et systématique. Des dizaines de milliers de Tatars de Kazan moururent. Il y avait des soldats et des civils. Les troupes russes se souvenaient de générations de raids et de leurs proches asservis. Elles montrèrent peu de un peu de pitié. La ville brûla, les mosquées furent détruites. Des bibliothèques contenant de précieux manuscrits islamiques partirent en flammes. Presque chaque bâtiment tatar fut rasé. Mais au milieu du carnage vint un moment de rédemption. Entre 60 000 et 100 000 captifs russes furent libérés de leurs chaînes. Certains étaient détenus depuis des années, voire des décennies. Ils furent réunis avec des familles qui les croyaient perdus à jamais. Pour ces personnes, la chute de Kazan signifiait la libération de l'esclavage. C'était un retour de l'enfer. Les conséquences immédiates transformèrent bien la position stratégique de la Russie. Ivan laissa 18 000 hommes en garnison. Il retourna à Moscou, où il fut accueilli en héros. Il apprit que sa femme lui avait donné un fils. Cependant, l'enfant mourait jeune. Pour commémorer cette victoire, Ivan commanda plus tard la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge. Ses dômes colorés et distinctifs intégraient des éléments architecturaux orientaux. C'était un hommage à la conquête. Le khan capturé Yadegar fut envoyé à Moscou. Il fut cependant relativement bien traité et se convertit plus tard au christianisme. Mais l'histoire ne s'arrêta pas à la chute de Kazan. La conquête avait anéanti la ville. Pourtant, et les terres du Khanat bouillonnaient encore de résistance. Des gouvernements rebelles se formèrent presque immédiatement. Ils se trouvaient dans des bastions nommés Saloum et Michatamak, de chaque côté de la Volga. Les Tatars invitèrent un nouveau khan de la horde de Nogaï. C'était un chef nommé Ali Akram. Ce qui suivit fut une guerre de guérilla amère. Elle dura 4 années supplémentaires. Le commandant russe Soltikov marcha contre Michatamak avec 500 hommes. Il fut encerclé dans la neige. Ses troupes furent anéanties jusqu'au dernier homme. Ivan envoya des forces plus importantes. Des combats au quotidien éclatèrent dans les forêts et les champs enneigés. Les pertes montèrent de façon horrifiante. 10 000 furent tués dans divers engagements. 6 000 furent capturés, ainsi que 15 000 femmes et enfants. Les Russes l'exécutèrent 1600 Tatars importants. Cela visait à briser la résistance. Les chefs tatars Yepancha et Aleka moururent au combat. Ali Akram se révéla incompétent. Il fut tué par un autre tatar nommé Mameshbird. Ce dernier fut à son tour trahi aux Russes. Le fort de Michatamak tomba. Sa garnison fut massacrée ou dispersée. Finalement, en 1556, après la chute de Saloum, la résistance organisée s'effondra. Le Khanat de Kazan cessa d'exister. Mais l'expansion de la Russie ne s'arrêta pas aux ruines de Kazan. En 1556, les forces russes descendirent la Volga. Elles conquirent le Khanat d'Astrakhan à l'embouchure du fleuve sur la mer Caspienne. Tout le bassin de la Volga, de la source à la mer, tomba sous le contrôle de Moscou. L'accès aux routes commerciales cruciales enrichit désormais les coffres russes. Ces routes étaient auparavant dominées par des intermédiaires tatars. En 1558, le marchand Aniki Stroganov reçut des concessions foncières sur la rivière Kama. Il était au nord-est de Kazan. Il commença à développer les ressources de la région. En 1582, les Stroganov aidèrent à financer la conquête du Khanat de Sibérie. Celui-ci se situait à l'est de l'Oural. La chute de Kazan ouvrit la porte à l'expansion sibérienne. Ce vaste mouvement vers l'est porterait finalement la puissance russe jusqu'à l'océan Pacifique. Moscou s'était transformé d'une principauté régionale en un empire multiethnique. Cet empire s'étendait à travers l'Eurasie. L'ère de la domination mongole était finalement et irrévocablement terminée. La signification de la chute de Kazan
dépasse le gain territorial. Pendant plus de 3 siècles, les terres russes vécurent dans l'ombre du pouvoir mongol. Elles furent d'abord des vassales directs. Puis, elles devinrent des voisines nerveuses des États successeurs mongols. Le fardeau psychologique de cette subordination avait façonné l'identité russe. Si Kazan avait tenu, si l'assaut massif d'Ivan avait échoué comme tous les autres, le Khanat serait resté une menace constante. Il aurait mené des raids et pratiqué l'esclavage. Cela aurait maintenu la Russie centrée sur elle-même et défensive. Le développement des ressources de la Sibérie, qui fit finalement de la Russie une puissance mondiale, aurait été impossible ou gravement retardé. Les Khanats auraient sans pu retrouver leur force. Ils auraient peut-être même inversé les gains de la Russie. Imaginez un XVIIe siècle où les États tatars contrôlaient toujours la Volga. L'expansion russe s'arrêterait à la ceinture forestière. L'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est serait complètement différent. Mais ce sont les armes, ces innovations révolutionnaires qui firent la différence. La tour de batterie de Virodkov représentait un bond en avant dans la technologie de la guerre de siège. Les tours de siège traditionnelles étaient devenues des pièges mortels à l'ère de l'artillerie. La perspicacité de Virodkov fut de les transformer en plateformes d'artillerie elles-mêmes. Il concentra la puissance de feu avec des avantages de hauteur qui annulaient des fortifications défensives. L'utilisation systématique de mines avec des charges de poudre à canon, bien que non entièrement nouvelles, atteignit une échelle et une efficacité sans précédent à Kazan. Les doubles explosions de mines de Butler le 2 octobre démontrèrent sans ce que l'ingénierie coordonnée et les explosifs pouvaient accomplir. C'était même contre les fortifications médiévales les plus solides. Ce n'étaient pas seulement de plus gros canons ou plus de soldats. Il s'agissait d'applications innovantes de la technologie existante. Elles changèrent fondamentalement le calcul de la guerre de siège. Les Mongols et leurs successeurs tatars avaient dominé les steppes pendant des siècles. Cela fut grâce à une mobilité supérieure, des tactiques de cavalerie et la guerre psychologique. Ils avaient maîtrisé l'art de la guerre fluide et rapide. Cela déconcertait les systèmes militaires européens plus rigides. Mais à Kazan, ils firent face à quelque chose que leur excellence traditionnelle ne pouvait surmonter. C'était le génie de l'ingénierie russe appliquée à l'artillerie et à la guerre de siège. Virodkov construisit une forteresse en 28 jours. Elle n'aurait pas dû être possible. Il construisit une tour de siège en une nuit. Cela révolutionna l'assaut. Butler planta des mines qui firent tomber des murs érigés depuis des générations. Ce n'étaient bien pas des super-armes exotiques. C'étaient des applications astucieuses de bois, de poudre à canon et de mathématiques. Elles furent réalisées par des hommes qui comprenaient de la physique et l'ingénierie. La manière de faire la guerre des Mongols n'avait aucune réponse à cela. Leurs archers à cheval et leur mobilité ne servaient à rien. L'ennemi approchait avec des plateformes d'artillerie mobile et des explosifs souterrains. L'histoire retient Ivan IV sous le nom d'Ivan le Terrible. Ce nom, Grozny en russe, signifie l'impressionnant ou le redoutable. Il diffère du sens moderne de terrible. Il gagna ce nom en partie à Kazan. Ses troupes le surnommèrent Grozny après leur victoire. Son règne basculera plus tard dans la paranoïa et les purges. Il créa le tristement célèbre état de terreur Oprichnina. Il tuera son propre fils dans un accès de rage. Mais en 1552, il était un jeune souverain. Il avait appris de ses échecs et mobilisé des ressources sans précédent. Il eut la sagesse d'employer de brillants ingénieurs, comme Virodkov. Il fit également appel à des experts étrangers, I.T. Butler. La victoire de Kazan leur appartenait autant qu'à lui. Sans la tour à canon de Virodkov et les mines de Butler, le siège aurait pu échouer. Il aurait connu la frustration et le retrait des tentatives passées.
Les armes étaient importantes. L'innovation était essentielle. C'est ce qui brisa finalement l'emprise mongole sur la Russie. Les Tatars de Kazan continuèrent de vivre dans la région. Ils maintinrent leur langue et leur foi islamique. Sous la domination russe, ils subirent souvent discrimination et déplacements forcés. Dans le Tatarstan moderne, le mois d'octobre est le jour du souvenir. Il est appelé Gzeter Kun. Cette journée commémore la chute de leur capitale. Elle honore la résistance de héros comme Kol Sharif. Le siège inspira la Rossiada. Ce fut le plus long poème épique de Russie. Son auteur était Mikhail Karaskov. Il fut écrit entre 1771 et 1779. Une icône russe des années 1550 dépeint la chute de Kazan. Son titre est Détissa Tsarost, béni soit l'hôte du tsar céleste. Elle représente l'événement de manière allégorique. Elle montre les dimensions spirituelles que les Russes attribuaient à cette victoire. Ces artefacts culturels firent du siège un événement central. Il resta dans la mémoire historique russe. Cela marqua le moment où la Moscovie devint un véritable empire. Voici ce qui rend cette histoire remarquable. Un jeune tsar apprit de ses échecs répétés. Il forma une armée plus intelligente, pas seulement plus nombreuse. Un brillant ingénieur construisit des forteresses impossibles. Il érigea aussi des tours de siège révolutionnaires. Des experts militaires étrangers apportèrent une technologie occidentale de pointe. Ils l'utilisèrent dans un conflit contre des guerriers orientaux. Ces guerriers dominaient depuis des siècles. Ils accomplirent l'impossible ensemble. L'innovation et la détermination y contribuèrent. Ils appliquèrent systématiquement les principes d'ingénierie. Ils brisèrent une forteresse qui n'était jamais tombée. Ils détruisirent un khanat. Ce khanat avait terrorisé la Russie pendant plus d'un siècle. Ils réussirent grâce à des armes que les Mongols ne purent vaincre. Ces armes n'étaient pas magiques. Elles représentaient une nouvelle façon de penser la guerre. Cette approche valorisait l'ingénierie et la technologie. Elle les plaçait à égalité avec le courage et la cavalerie. C'est une leçon qui résonne à travers l'histoire. L'innovation est essentielle. L'adaptation est cruciale. Parfois, la volonté d'essayer du neuf fait toute la différence. Elle sépare l'échec répété de la victoire transformatrice. Vous avez apprécié ce triomphe d'ingénierie russe à Kazan? C'était une victoire ingénieuse sur l'État successeur mongol. Aidez-nous à atteindre 1000 j'aime en 24 heures. Appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire de ce genre. Vous y trouverez des récits d'innovation et de détermination. Il y a aussi des moments où des tactiques intelligentes ont changé le cours de l'histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quelle bataille ou quel événement historique vous voulez voir. Faut-il aborder plus l'histoire militaire russe ou les guerres de siège? Voudriez-vous des batailles navales ou des conflits du monde antique? Vos suggestions guident nos prochaines créations. Faites-nous en part. Merci d'avoir regardé. Souvenez-vous de ceci. Les plus grandes victoires ne viennent pas toujours d'un combat acharné. Elles résultent d'un combat plus intelligent.